Salut tout le monde, c'est Manavi, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième sur ma chaîne. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté sur les deux dernières vidéos. C'est un truc de malade, la première vidéo on a fait je crois 3000 vues, un truc comme ça, c'est un truc de fou pour dire que c'est la première vidéo sur la chaîne. Et la deuxième on est maintenant je crois à 2200, quelque chose comme ça, presque 200 likes, c'est un truc de malade, franchement jamais j'aurais pensé ça. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, j'espère que ça continuera ainsi, je peux que vous encourager à continuer. Mais en tout cas sachez que ça me fait super plaisir, ça me fait super chaud au cœur de voir que vous me soutenez et franchement j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent et qu'elles vous plairont encore plus par la suite. Je tiens aussi vraiment à remercier les personnes qui commentent, ça m'aide vraiment énormément, ça me fait super plaisir franchement de lire vos messages le lendemain quand je me réveille, la journée d'après, vraiment ça me fait super chaud au cœur. Merci surtout de prendre le temps de vouloir faire des critiques constructives, juste dire bien joué pour la vidéo, c'est un truc c'est quelque chose que je trouve incroyable, vraiment merci de prendre le temps d'écrire des commentaires et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire ainsi que les futures qui suivront. C'est pas impossible dans les futures vidéos je fasse une seule histoire si elle est un peu plus longue, j'ai pas forcément envie de vous faire des vidéos de 20 minutes, je pense que ça perd un petit peu l'attention de la personne, mais voilà, pour cette fois-ci ce sera deux histoires, vous verrez, c'est un peu deux histoires moyennes, je dirais pas qu'elles sont courtes ni longues, je dis qu'elles sont moyennes, mais elles sont assez flippantes. Donc je vous propose tout simplement qu'on commence dès maintenant. Alors pour la première histoire, Georges va nous raconter son expérience. Il nous explique qu'il est gardien de sécurité, travaille dans une bibliothèque de 19h à 7h du matin. Il nous explique qu'autour de cette bibliothèque, il se trouve une forêt, un cimetière et une place de jeu pour enfants. Donc déjà, le cadre de la chose est assez glauque. N'importe qui sera d'accord avec moi, on va pas forcément aller se balader le soir là-bas tout seul. Georges nous raconte que ce soir-là, une mission lui a été donnée, c'était d'empêcher un homme âgé, dont une photo avait été fournie à Georges, d'entrer dans la bibliothèque. Effectivement, cet homme avait pour habitude d'entrer par effraction dans la bibliothèque et d'y voler des livres. Donc en gros, la mission de Georges, c'est d'éviter que cette personne rentre dans la bibliothèque. Donc je vous rappelle, à ce moment-là, il est au milieu de la nuit, personne n'est censé être dans la bibliothèque. On n'a pas forcément les mêmes horaires lui et moi, mais lui, sa pause, elle est au milieu de la nuit. Donc il décide de prendre 15 minutes de pause, de sortir, fumer une cigarette. Mais il nous explique qu'arrivé devant la porte de sortie de la bibliothèque, pour sortir prendre sa pause, il remarque un couple de sans-abri qui est assis sur un banc devant le bâtiment. Georges remarque que ce couple a un chariot couvert d'une bâche bleue. Mais un détail qui intrigue Georges, c'est que cette bâche bleue, qui est censée être bleue en temps normal, est couverte de taches rouges. Georges à ce moment-là hésite à sortir justement prendre sa pause, qu'il est un peu effrayé, justement le cadre, l'environnement un peu de la bibliothèque est assez, comme j'ai dit, un peu creepy. Il hésite tout simplement à sortir prendre sa pause et il se dit bon, d'habitude en temps normal il appellerait la police, mais à ce moment-là il se dit c'est pas correct de ma part d'appeler directement la police sans même avoir averti les SDF qui n'avaient pas le droit d'être là. Donc il prend son courage à deux mains, il sort de la bibliothèque, il se présente comme agent de sécurité de la bibliothèque à ces gens et il leur demande gentiment de partir. Et il remarque à ce moment-là que les deux personnes ne correspondent pas du tout à la photo qui lui avait été transmise et à la personne qu'il devait justement observer. Les deux personnes se lèvent du banc et commencent à discuter avec Georges. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Pendant que la femme parle avec Georges, l'homme, lui, fait les 100 pas et note quelque chose sur un bloc-notes. La femme s'énerve avec Georges, elle lui explique qu'elle est sans abri et que la police lui a autorisé à rester sur cette place. Georges sait immédiatement qu'il s'agit d'un mensonge, que la police ne l'a jamais autorisé à rester sur cette place, mais il continue de lui expliquer qu'elle n'a pas le droit d'être là et qu'il voudrait bien qu'il s'en aille. Georges, voyant qu'il tourne un petit peu en rond, ça fait déjà plusieurs minutes qu'il discute avec ces gens, il décide d'hausser un petit peu le ton et de leur indiquer qu'il va appeler la police s'il ne bouge pas dans la minute. Georges appelle la police, il rentre dans la bibliothèque pour reprendre son service. 10 minutes plus tard, lorsque la police arrive sur les lieux, le couple de personnes n'est plus là. Georges nous explique à ce moment-là que la police ne peut pas forcément les aider, mais que voilà, l'officier lui dit « Vous pouvez nous rappeler si jamais ces personnes reviennent et on se redéplace ». Georges discutait donc avec les policiers dehors, il est sorti pour les accueillir, et au moment de rentrer dans le bâtiment, il aperçoit que la femme se trouve devant lui. Il nous raconte aussi qu'elle était assise par terre et que la situation faisait vraiment très flipper. En même temps, imaginez, vous sortez du bâtiment, vous y revenez 3 minutes après, vous voyez une femme dans la nuit assise devant vous. À mon avis, il y a de quoi flipper. Georges court hors du bâtiment pour rappeler la police qu'ils reviennent et la police rentre dans le bâtiment avec Georges. La discussion recommence, mais cette fois entre la femme et les officiers. Elle leur explique qu'elle a le droit d'y rester là, que c'est le même officier qui lui a accordé l'autorisation de rester là pendant la nuit, ce qui est complètement faux. L'officier hausse le ton et lui exige de partir. La femme se lève, s'en va, et Georges à ce moment-là pense que c'est fini, qu'il pourra continuer son service comme si de rien n'était. Vous allez voir que c'est pas le cas. 1h15 après ça, une fois que la femme a quitté le bâtiment sous ordre de l'officier, Georges décide de s'octroyer une deuxième pause.
George sort de nouveau du bâtiment, en espérant cette fois pouvoir fumer sa cigarette, qu'il n'a pas pu fumer lors de la première pause, mais entend des chuchotements qui proviennent de la place de jeu. Étant donné que la place de jeu se trouve un petit peu en diagonale de la bibliothèque, George arrive à distinguer les silhouettes des deux personnes qui le fixent à quelques dizaines de mètres. Cette fois ils étaient deux, l'homme et la femme, et apparemment ils étaient très chelous. Ils avaient les yeux grands ouverts, ils souriaient et fixaient George. À ce moment-là, George coupe sa respiration, en essayant d'entendre que l'homme dit à sa femme, et il est assez proche pour entendre qu'il parle de lui, et qu'il explique justement à la femme à quel point il pourrait lui faire du mal, et surtout de quelle manière il pourrait le lui faire. Donc à ce moment-là, pareil qu'avant, vous et moi, on se serait tirés en courant. George, malheureusement, heureusement d'un côté, n'a pas pu fumer sa cigarette encore une fois, il a décidé de retourner dans le bâtiment, de boucler toutes les issues, toutes les fenêtres, toutes les portes afin que personne ne puisse entrer dans la bibliothèque. Il nous raconte qu'il a également activé le système d'alarme qui sonne si une personne non autorisée entre dans le bâtiment. Donc au moins à ce moment-là, George est safe et dans sa bibliothèque, personne de l'extérieur ne peut entrer. Il nous explique que sa garde se termine à 7h du matin, qu'il fait jour, qu'il prend ses affaires, il fait son sac, il prend ses affaires de travail et il retourne à sa voiture pour rentrer chez lui. Arrivé à sa voiture, il voit un mot sur le pare-brise sur lequel il a écrit « La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance ». En lisant un mot comme ça, je pense qu'on aurait tous démissionné le jour d'après. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait George. Il a envoyé une lettre à son patron en lui expliquant la situation, qu'il n'avait pas envie du tout de retourner dans cette bibliothèque la nuit, et donc il quitte son emploi. Voilà, c'est la fin de la première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est le type d'histoire, comme je vous l'ai raconté la dernière fois, que j'adore. Vraiment, c'est ces histoires assez courtes, où il y a vraiment du suspense durant toute l'histoire, et qu'il n'y a pas vraiment de fin, mais un gros suspense qui s'installe. Je vous propose de directement passer à la deuxième histoire. Cette fois, c'est l'histoire de Loïc et Dylan, qui sont des étudiants aux États-Unis. Et cette histoire s'est passée il y a 7 ans, lorsqu'ils étaient à l'université ensemble. Ils nous racontent qu'ils adorent aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, faire la fête justement avec des gens. Loïc nous raconte qu'un soir sur deux, il faisait la fête et qu'il en avait un petit peu honte en période d'études. Un soir, ils sont bien habillés les deux et ils décident d'entamer une soirée. Ils vont donc commencer la tournée des bars dans la ville. Loïc et Dylan, sur le chemin, trouvent un club, justement une boîte de nuit, et ils décident d'y entrer. Dans cette fameuse boîte de nuit, ils rencontrent l'ex-colocataire de Loïc en train de danser. Ils nous racontent qu'ils sont en train de passer une excellente soirée, vraiment qu'ils discutent, que c'est vraiment des bons amis, et qu'ils ont passé justement la soirée avec un type dont ils ne savent pas le nom, le prénom, son âge, et tout simplement d'où il vient. Apparemment, cette personne aurait offert une cigarette à Loïc et un verre à boire à Dylan. Ils ont passé plusieurs moments ensemble, notamment ils sont allés fumer en dehors de la boîte de nuit, ils ont bu quelques verres ensemble, et ils échangeaient quelques mots. Cet homme est assez normal, du moins pas grand chose le démarque des autres. Il a l'air un peu sur la lune, mais rien de spécial. Vers 2h du matin, l'ex-colocataire de Loïc leur propose d'aller chez lui pour continuer la soirée. Malheureusement, aucun d'eux n'a une voiture et n'a le permis. Ils décident donc d'y aller à pied, sauf que la maison se trouve à quelques kilomètres, mais vous savez, quand vous avez de l'alcool dans le sang, vous n'avez pas forcément cette notion. Du coup, ils entament le chemin à pied jusqu'à la maison de l'ex-colocataire. Pendant le chemin, ils arrivent au milieu d'une zone pas industrielle mais pas beaucoup peuplée. C'est plus une zone généralement où il y a des entrepôts pour stocker des marchandises. En plein milieu de la nuit, cette zone est éclairée par quelques lampadaires. Les trois amis marchent dans la nuit, mais c'est au moment où Loïc se retourne qu'ils voient qu'une personne les suit. Les trois s'arrêtent pour allumer une cigarette, et c'est à ce moment-là que la personne les rattrape. Dylan se rend immédiatement compte que c'est la personne avec qui ils ont passé du temps dans la boîte de nuit. On a une description de ce personnage, apparemment il est très maigre, assez long, et qu'il a des grands yeux de bébé. Les trois amis se disent, bon, on va pas paraître impoli, on va pas lui dire de dégager de là tout de suite. Il a l'air complètement saoul, ils fument leur cigarette, ils continuent leur route. Justement maintenant du coup ils sont 4, et en chemin, voyant qu'ils s'approchent gentiment du domicile de l'ex-colocataire, Loïc demande à l'individu, « Eh mais t'habites où ?» Et c'est là que l'individu commence à rigoler, comme s'il avait posé une question débile, et qu'il lui répond « Oh, t'inquiète pas, j'habite pas près d'ici. » Cette phrase a jeté un froid énorme au groupe d'amis, et c'est là qu'ils ont commencé les trois à vraiment flipper. En même temps, imaginez, vous êtes quand même 3 contre 1, donc si jamais vous avez de quoi vous défendre, là vous êtes au bon milieu de nulle part, une zone où il n'y a que des entrepôts, donc un truc qui fait quand même assez flipper la nuit, et vous avez cette personne assez normale, mais dont on ne connaît pas les intentions. À ce moment-là, Loïc lui dit, qu'est-ce que t'es en train de faire alors? Et la personne lui répond, oh, je te suis. C'est glauque comme réponse quand même. À ce moment-là, Dylan décide d'intervenir, il lui dit, bon, on veut pas vous vexer, mais on trouve ça un petit peu bizarre, vous voulez venir avec nous, peut-être chez nous, sans même que vous nous ayez dit votre nom. À ce moment-là, l'homme a un regard très triste et en colère, et il dit, j'ai dit mon nom à chacun d'entre vous, et mon nom complet. L'ex-colocataire dit au mec, bon, mec, écoute, on est sympa avec toi, on sait que t'es saoul comme la mort, donc s'il te plaît, rentre chez toi, et laisse-nous tranquille. À ce moment-là, l'individu lui répond, je suis pas saoul du tout, je suis complètement sobre, mais je savais que si je faisais genre d'être saoul,
tu me ferais plus confiance. Le colocataire répond, mais ça se voit que t'es complètement bourré, tu marchais pas droit, tu tombais tous les 2 mètres, t'es complètement saoul. Et à ce moment-là, le gars lui répond, pas du tout, je suis complètement sobre, c'est juste pour voir si vous étiez prêt à me laisser entrer dans votre maison. Donc là, j'aurais flippé, je serais parti en courant avec mes potes, et voilà, on aurait tapé notre meilleur rush jusqu'à la maison, point barre. Ou on lui aurait peut-être sauté à 3 dessus, je sais pas, c'est aussi une solution. Donc l'ex-colocataire lui répond encore une fois, pourquoi tu veux entrer dans notre maison? Et c'est là que le mec lui dit, pour voir à quel point je peux être proche de te tuer. Donc là, je suis désolé, moi je serais parti en courant, enfin je l'aurais vraiment, on lui aurait sauté dessus je pense, vraiment. Je sais pas ce que vous auriez fait, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, soit je me tire, soit on lui saute dessus à 3, quoi. Parce qu'on est 3 contre 1. Donc toi, on rush, soit c'est la bagarre. Dylan nous raconte qu'à ce moment-là, il hausse le ton, il lui dit bon, on appelle les flics, tu nous emmerdes, reste là, nous on se casse. Le gars lui répond juste un simple bien. Les 3 potes décident de partir, de laisser le gars ici, ne sachant pas ce qu'il peut faire derrière eux. Ils font quelques dizaines de mètres, ils arrivent à une intersection où il fait tout nuit, et à partir de là, ils tapent leur meilleur sprint vraiment le plus vite possible. Au bout d'une centaine de mètres, ils s'arrêtent essoufflés, parce qu'ils ont couru comme des malades, et Loïc tourne la tête, et pousse un cri, c'est parce qu'il a vu l'homme qui se trouvait pas loin derrière eux. À ce moment-là, ils continuent leur sprint, malgré qu'ils soient tous morts, continuent de courir, et ils arrivent justement dans le quartier de la maison de l'ex-colocataire. Arrivé là, Dylan dit aux autres, attendez les gars, on va quand même pas lui donner l'adresse à laquelle tu habites. Il continue à passer devant quelques maisons du quartier, et par miracle, il voit un peu une fête de garage, justement un peu à l'extérieur, où des gens justement font la fête avec de la musique, et où il y a une bonne ambiance. Il décide de s'y faufiler, et imaginez 3 types qui arrivent essoufflés, effrayés, apeurés à une fête, se remarquent direct. À ce moment-là, 2-3 personnes de la fête, surtout des gars bien costauds, arrivent vers eux, et les 3 amis expliquent la situation. Les personnes regardent un peu derrière s'ils arrivent à voir l'individu, mais il n'est plus là. Finalement, Dylan, Loïc et le ex-colocataire arrivent à sa maison, et ils nous expliquent justement qu'à ce moment-là, ils ont perdu le goût de la fête pendant presque une année, plus jamais sortis, ils n'ont plus jamais fait la fête ensemble, et qu'au bout d'une année, ils ont commencé à reprendre gentiment, malgré la peur qu'ils peuvent ressentir à chaque fois qu'ils le font. Justement, toujours par peur de croiser cet individu ou un individu du même genre, chose qu'on aurait probablement tous ressenti à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris, comme d'habitude, un réel plaisir à la faire. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Personnellement, c'était la première. Comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, c'est le type d'histoire que j'adore. Il n'y a pas vraiment de fin, mais un gros suspense, justement, qui termine l'histoire. Encore une fois, merci pour le soutien que vous m'apportez à chaque fois. J'en serai jamais assez reconnaissant. Merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao. Un jour d'hiver, elle s'est absentée plus tôt du travail. À ce moment-là, il faisait nuit, il était environ 18h, et vous connaissez bien en hiver, 18h, il fait déjà tout nuit. Julie nous dit aussi qu'elle voit la voiture de Mike garée dans la rue.